Hello, bonjour à tous. Donc voilà le deuxième live, comme pour ceux qui ont vu la première fois au premier live, j'avais dit que j'allais faire plusieurs parties de ce live. Et donc voilà la deuxième partie. J'avais prévu comme sujet donc la continuité de la présentation qui était comment j'ai été amené à donner un soutien à mon épouse dans un premier temps, qui elle donne son soutien à deux familles. J'avais parlé que d'une famille la dernière fois, mais j'en ai oublié une parce que moi-même je suis en contact avec une de ces familles, mais en fait elle soutient deux familles en Palestine, à Gaza. Donc j'avais parlé de la famille de Mahmoud et de Roula et de leur enfant Zayn. Mais elle soutient aussi notre famille, dont elle est en communication avec Wafa. Je ne la connais pas, je n'ai pas été mis en relation avec elle, mais on parle souvent de la situation. Et je vous avouerai que je voulais vous parler donc de quel est l'état de conscience que cette guerre a amené en moi. Mais on va improviser et on va aller sur autre chose, sur quelque chose qui est plus d'actualité. Si vous entendez du bruit, je suis désolé, hein, je fais un live improvisé. Je suis sur un parking et voilà, je suis sur un parking, le téléphone est collé à la voiture parce que mon fils dort dans la voiture, le temps qu'il fait une petite sieste de 10 minutes, j'en profite pour partager ce live. Donc oui, finalement on va aller dans une totale improvisation. Le sujet du jour en fait, pour vous donner un contexte, mon épouse donc Andrea, elle est quotidiennement en contact avec les deux familles et elle expliquait que Wafa lui disait que depuis quelques jours on lui avait donné comme message alors je ne sais pas comment se présentent les messages, mais c'est ce qu'elle dit, c'est que les messages qu'on leur donne, c'est les directives, même plutôt, c'est même pas des messages, c'est des directives, c'est de quitter le lieu où ils sont, en tout cas la zone où ils sont, parce qu'ils vont être bombardés. Moi, j'étais surpris, donc je n'ai pas posé plus de questions, j'écoute, hein, ça me surprend, mais j'écoute. Et elle me dit, finalement, elle et ses enfants, ils vont pas partir et ils restent sur le même logement parce que déjà d'une ils savent pas où aller, de deux s'ils partent comment trouver de la nourriture. Donc il y a tout ce côté, oui on va fuir le bombardement, mais pour aller où et comment on va survivre. C'est une perspective pour moi qui est difficile à concevoir et à imaginer. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Ce que je peux vous partager, c'est que je ne sais pas vraiment ce qu'ils vivent. Je sais que je peux même pas imaginer. Je peux concevoir que c'est une guerre, quoi. C'est un génocide qu'ils vivent, parce que Mahmoud, il m'explique que il y a pas de Hamas. Donc, il n'y a pas d'Hamas. Donc, les attaques sont faites contre des civils. Les bombardements sont faits contre des civils. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire que si des militaires attaquent des civils, ce n'est plus une guerre, c'est un génocide. On ne peut pas l'appeler autrement. C'est un acte criminel contre l'humanité. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis juste en relation avec une famille qui vit là-bas et je partage juste mon ressentiment par rapport à ce que je ressens. Jai Gurudev, Nitya Bodadasi.
Ça me questionne quand j'entends que bon, Andrea ne veut pas poser aussi trop de questions, elle ne veut pas aussi incommoder Wafa. Donc quand elle dit, elle a des annonces ou des directives qui lui disent de quitter la zone parce qu'elle va être bombardée, là je me dis mais comment ils savent qu'ils vont être bombardés? D'où vient ce message? Parce que c'est impressionnant quand même. Ça veut dire que c'est prémédité ces bombardements dans des zones civiles. C'est incroyable. Dans la tradition du Sanatana Dharma hindou, on dit qu'il y a différentes ères que l'on traverse. Et notre période actuelle, on dit que c'est le Kali Yuga. Il y a 4 ères. Et le Kali Yuga, on va dire, c'est la période où le monde marche à l'envers. En fait, l'explication elle est simple. Hein. Vous regardez le monde, c'est pas la droiture qui mène le monde. Là, actuellement, c'est l'inverse. Hein. C'est plus t'es mauvais, plus tu réussis matériellement, plus en apparence il y a une réussite sociale selon les normes sociales, hein, ce qu'on peut dire, quand tu sondes ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout passe à travers l'image, la possession matérielle, donc la valeur passe à travers nos possessions et les valeurs sont complètement inversées. Donc c'est ce que j'en voudrais partager, c'est que oui, on vit un Kali Yuga qui est ce qu'on voit là actuellement. Les jeunes ici passent et on est dans un monde où l'information passe très rapidement. Mais même si l'information passe dans le cœur, non, ça ferme, ça verrouille. Et c'est pas un jugement. C'est pas un jugement parce que moi-même, je le fais. Je suis sur Instagram, je scroll sur Instagram et je vois pas mal d'annonces type UNICEF, toutes les organisations humanitaires. Mais qu'est-ce qu'ils font comme communication? Des vidéos terribles, des vidéos de massacres, c'est sûrement la réalité. C'est sûrement la réalité de ce qui est montré en Palestine, à Gaza. Et moi-même, qui suis en relation avec Mahmoud, je ferme émotionnellement. Je peux pas, c'est trop dur pour moi. Et je le vois et du coup j'en ai conscience que j'essaie de regarder pour comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais émotionnellement, il y a une fermeture, il y a quelque chose qui dit, j'ai plus envie de regarder ça, je veux scroller, parce que cette réalité, elle est difficile. Et je vois que, depuis quelque temps, plus j'ouvre à l'intérieur du cœur, et plus ça descend, quoi. Les informations, elles me traversent. Pour certains, on verrait des tonnes et des tonnes de coïncidences, des tonnes et des tonnes de synchronicité qui affluent, qui continuent. Dernièrement, j'avais posté dans ma story un message de Lumineuse. Je n'ai pas en tête exactement le message qu'elle disait, mais elle parlait du changement de conscience, de cette transition de la conscience individuelle vers la conscience collective. Et je pense que ma femme, c'est ce qu'elle a permis d'ouvrir en moi, c'est cette collective qui s'ouvre au goutte à goutte, hein, parce que on va pas se le cacher, hein, c'est pas un soutien énorme que je donne non plus. Voilà, je voulais juste vous partager cela et
dans un premier temps, c'était le sentiment que j'avais le matin. Ce que j'avais prévu que... Bon, je vous partage ça rapidement, enfin en tout cas comme ça vient pour le moment. Cette conscience de guerre, moi je suis plutôt du genre à creuser. Ok, il y a une situation, essayer de voir. On va tirer le fil. J'ai la pelote de laine, je tire le fil. Ok, essayons de voir. On va tirer, voir démêler jusqu'où ça nous mène. Donc la guerre Israël-Palestine. Je connais rien en géopolitique, donc je vais faire des petites recherches, voir quels sont les intérêts des uns et des autres quand ça a commencé. Quand je regarde la source originale, elle commence avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une étincelle qui commence et ça se manifeste. Salut Rafa, bon désolé, petite coupure. Hello Rafa. Donc je disais, oui, quelle est cette situation qui se passe en Israël et en Palestine, cette guerre. Donc je vois que Seconde Guerre mondiale, je caricature, comme j'ai dit, je suis pas un adepte de géopolitique, c'est plutôt le truc que quand je vois ça, j'ai envie de tourner la tête, ça ne m'intéresse pas, mais là c'est important de connaître l'histoire. Ce que j'ai compris grossièrement et caricaturaire, de manière caricaturale, c'est que toutes les victimes de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, forcément, elles ne voulaient plus vivre en Allemagne, en Autriche, tous les endroits où il y a des camps de concentration. Donc, on a imposé à l'État de la Palestine de faire une petite place. Écartez-vous, les gens qui vivaient déjà là, il va falloir vivre ailleurs. Et on va poser le peuple israélien, on va créer l'État d'Israël. Donc, c'est une colonisation, d'accord, comme toutes les guerres. Si on regarde dans l'histoire, les massacres et les génocides, c'est toujours une question de colonisation. L'Israël, c'est pas une des plus grandes puissances militaires. Je veux bien qu'elle a une puissance militaire, mais quand même à ce point-là, pour qu'elle fasse des crimes de guerre, c'est qu'il y a un soutien derrière. Et forcément, c'est les États-Unis. Et donc du coup, je me dis, bon, ok, c'est les États-Unis, mais c'est quoi l'intérêt pour eux? Je ne vais pas aller creuser très loin, je cherche juste une logique derrière tout ça. Ce que je trouve, c'est que quel est l'intérêt à avoir un pied près des territoires arabes, près des territoires qui ont des ressources pétrolières, gaz, tout ce qui est énergie non renouvelable. Quel est l'intérêt des États-Unis d'avoir de l'énergie non renouvelable, pétrole, gaz? Bon, économiquement, ça c'est flagrant, ok, c'est l'économie. Et pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir une grande économie? Mais derrière, il y a quand même une politique, une politique que la guerre perdure. Parce que si la guerre elle perdure, on peut vendre des armes, il y a une économie militaire derrière. Et on peut le voir dans le passé, à aucun moment la paix, à aucun moment les États-Unis a arrêté de faire la guerre. Elles ont toujours soutenu un pays qui était en guerre. Parce que ça fait marcher le business d'armement militaire. Donc, ok, économiquement, il y a quelque chose. Il y a aussi derrière ça l'histoire du pouvoir. Maintenir le pouvoir. Ils ont ces côtés un peu... En tout cas, c'est ce que j'avais déjà appris quand j'étais à l'école, au collège. On nous dit les États-Unis, c'est un peu les super-héros du monde. C'est ce que Hollywood nous transmet aussi. Les Marvel, les comics, c'est que des histoires de super-héros américains. Donc oui, ils aiment cette posture de sauveur, cette posture
Je tiens le monde en fait. Hein. Et le pouvoir et le contrôle, d'une certaine manière, l'ego, en tant qu'individu, quand on goûte au pouvoir et au contrôle, on en veut encore plus. On veut toucher plus de pouvoir, avoir plus de contrôle. C'est quelque chose qui ne peut être rassasié, le pouvoir et le contrôle. Quand on le récupère, ce pouvoir et ce contrôle de l'extérieur, il ne sera jamais rassasié. Swami Vishwananda, il dit souvent, quand on pointe un doigt vers quelconque personne pour la juger, on a 3 doigts qui pointent vers nous. Donc je me suis posé la question, ok, ben voilà, j'observe, peut-être que je juge, c'est possible. Alors, regardons l'intérieur, qu'est-ce qui se passe chez moi? Quand je perds le contrôle, je m'énerve sur les gens, les émotions prennent le contrôle et je cherche à prendre le contrôle vers l'extérieur. Parce que c'est plus facile de croire qu'on a un contrôle vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mais la réalité, c'est que le contrôle est toujours à l'intérieur. On ne peut pas cesser la guerre, en tout cas en tant qu'individu, hein, dans mon soutien à Mahmoud. C'est sûr que je ne peux pas arrêter la guerre à moi, le petit bonhomme, le petit j'allais dire le sauveur, parce que non, je le vois pas comme une victime, donc je sais pas ce que je veux en tout cas. J'ai trop de respect pour lui pour le voir comme une victime. J'ai beaucoup de compassion. Ça c'est clair que quand il me partage, quand il me pose la question, salut Nicolas, comment ça va? Il me dit même pas Nicolas, il me dit bonjour mon frère, comment vas-tu? La famille, comment elle va? Moi je dis, nous ça va bien, la famille aussi, et toi, est-ce que tu tiens le coup? J'ose même pas lui dire comment ça va. Est-ce que tu te tiens le coup? Donc oui, j'ai de la compassion, mais je ne m'imagine pas être celui qui va arrêter la guerre. Tout ce que je peux faire, c'est partager le message. D'ailleurs, c'est ce qu'il me demande. Lui, l'aide qu'il demande, c'est juste qu'on fait un relais. Donc, je fais juste le relais de sa situation. C'est tout ce que je peux faire. Et puisqu'il me l'a demandé, je le fais avec joie, avec cœur. Même si dans cette page, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas un grand public, hein, mais voilà, je fais ma part de colibri. Je partage l'information de ce qu'il me donne, de la situation qu'il peut vivre. On n'est pas des journalistes, hein, donc moi, la démarche que j'entreprends, c'est qu'est-ce qui se passe. J'ai une information extérieure. Comment je la vis à l'intérieur, cette information. Donc moi, c'est cette information, je vais la creuser, je tire. Donc je suis sur les États-Unis. Il y avait une vidéo de Mark Coburn et Shradaloo que j'aimais bien, où il parlait des asuras, des forces démoniaques, énergétiques. Je posterai le lien de cette vidéo si ça vous intéresse. Pour moi, elle a donné beaucoup de sens à tout ça, elle a porté mon regard sur le discernement. Attention. Il dit une chose qui m'a beaucoup touché. L'évolution des civilisations au cours des différentes ères s'est fait par le changement ou par la révolution technologique.
chaque révolution technologique a ramené une nouvelle ère. L'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge du fer, tout ça. C'est une révolution technologique. Le moteur à explosion, l'électricité, Internet. Et là, on voit les IA. Les IA, moi, ce que j'appelle les IA, les intelligences d'art efficientes. Je développerai plus tard là-dessus. On va pas s'éterniser, mais ça peut être un sujet qu'on pourrait partager. Pourquoi je donne ce nom d'intelligence art efficiente? Juste avant de fermer la parenthèse, pour moi, les IA, c'est un outil. Et moi, les outils, je m'en sers pour faire de l'art et pour que ce soit efficace. Donc, j'appelle ça de l'intelligence d'art efficiente. L'évolution technologique. L'évolution technologique, elle va aussi avec la responsabilité. L'exemple qui m'était venu avec ça, c'est on ne donne pas une Ferrari à un enfant de 5 ans. Donc, une nouvelle technologie demande des nouvelles responsabilités. Donc, un changement de conscience amène une nouvelle technologie, amène une nouvelle ère de conscience. Et je pense que cette nouvelle ère, c'est ce que Lulu partageait, c'est la transition de la conscience individuelle vers la conscience collective. Elle demande une ouverture de cœur, un sentiment de compassion, de reliance dans la joie et dans la douleur de nos confrères, de ceux qui nous entourent, de ceux avec qui on se lie d'âme à âme. Ces derniers temps, j'ai eu cette transition pour moi. Je suis passé de chouï-thérapie à thérapie de l'âme incarnée. Je vois là que ça fait un bond à l'intérieur. Il y a un changement de conscience énorme qui se fait. Je vous partagerai plus tard ces informations-là. Mais voilà, de cette guerre, ça m'a amené à tout plein de choses. L'évolution technologique, si on arrêtait d'utiliser du pétrole, du gaz, il n'y a plus d'intérêt à faire des guerres, à se battre pour du pétrole, pour avoir un territoire. Mais pour avoir des voitures, pas électriques, mais des voitures à énergie renouvelable, faut qu'il y ait une conscience qui change derrière. Mais si on ramenait à ce doigt qui pointe avec 3 doigts vers soi, donc cette question d'énergie renouvelable, je me suis posé cette question. Ok, quelle est mon énergie? Moi, mon énergie, c'est ce que je mange, ce que je consomme. Est-ce que c'est une énergie renouvelable? Eh bien, en toute honnêteté, non. Parce que je mange que des bêtises. J'adore le Coca-Cola. Bon, j'arrête en ce moment-là. Depuis tout ça, il y a des prises de conscience qui font que j'arrête. Mais j'ai des envies, quoi. J'ai des envies de... Ah, putain, je me prendrais bien... Pardon pour le... Je me prendrais bien une bouteille de Coca-Cola. Bizarrement, hein, peut-être qu'on parle de... C'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, c'est ce que je récupère de cet amalgame que je fais. Le fait de jurer. Tout d'un coup, on parle de boissons. Bon, j'ai cité la marque, hein, tant pis. Tout d'un coup, on parle de ces boissons que je suppose fait descendre la vibration. En tout cas, c'est pas bon pour la santé, donc on peut conclure que vibratoirement, c'est pas le top. Et bien, tout d'un coup, hop, mon langage, il change. Je suis plus vulgaire, plus brut de pomme. C'est ce que je note là à l'instant. Donc voilà, ouais, j'apprécie cette boisson-là. Et pour l'instant, j'ai arrêté. Je l'ai remplacé par autre chose, par quelque chose de palliatif, on va dire, avec le sucre, hein, parce que j'ai une addiction au sucre, hein, c'est costaud. Et pareil, hein, tout ce qui est fast-food, tout ce qui est
une alimentation qui n'aide pas le corps à se renouveler énergétiquement. Donc c'est des hydrocarbures qui ne se renouvellent pas, comme le pétrole, comme le gaz, pareil. Alors que on mange une banane, une pomme, ben, y a de la vie dedans, ça se renouvelle, ça, tout d'un coup ça se décuple. Et c'est simple à regarder, hein. On mange une pomme, une banane, un fruit, qu'est-ce que c'est en soi? C'est la plante qui a absorbé l'énergie du soleil et qui en a transmuté, qui a fait son alchimie à l'intérieur et qui a sorti un fruit. Et ce fruit, c'est de la lumière solide. C'est de la lumière solaire solide, de l'énergie, photosynthèse, tout le tralala, du sucre, mais solide et qui est bon pour la santé. Et qui fait que le corps, lui, il récupère cette lumière sous forme de matière et qui va pouvoir transformer plus facilement. Et ça aide la conscience à ne pas se voiler. En médecine chinoise, par exemple, on dit que les intestins, tout ce qui est intestin grêle, gros intestin, influence beaucoup notre cerveau. Donc, si on mange, par exemple, moi j'aime beaucoup les pâtes, les choses comme ça, ben, ça fait une barrière au niveau de notre paroi intestinale et du coup, les nutriments ne peuvent pas être alimentés. Ben, on a un canal un peu bouché, on ne peut pas récupérer ces essences-là. Et forcément, le mental, il va pareil, il va se bloquer, il va faire des barrières et on peut pas absorber ces énergies lumineuses. Et c'est pour ça que le mental, il en profite, hein. Le mental, il est un peu plus aux aguets, au taquet, quoi. Bon, voilà, je vais pas m'étaler parce que je fais des digressions assez grandes, hein, mais tout ça pour dire que je comprends que quand on parle des problèmes du voisin, ça donne envie de scroller rapidement. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de cette vidéo, eh bien merci, parce que je ne sais pas quel est l'état de cette vidéo, puisque c'est un live, mais comme ça, le but c'est d'être le plus honnête, le plus sincère, et le plus en relation avec notre âme, telle qu'elle est. Mon but quand même, c'est d'offrir quelque chose quand même d'accueillant pour vous. Mais merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à faire votre part de colibri, transformer votre intérieur, parce que essayez de faire cette recherche en physique. On parle de l'entropie, c'est-à-dire que si un phénomène affecte par exemple un photon, ce même photon, si on l'a coupé, on l'a divisé à l'autre bout de la planète, il va ressentir les mêmes effets qu'on lui a donnés d'un côté et de l'autre. Et c'est ce qu'ils appellent le phénomène d'entropie. Ça veut dire que nous sommes des consciences lumineuses. Si on change notre conscience, je peux vous assurer que à l'autre bout de la planète, il y a quelque chose qui va se faire pour eux. Ça paraît rien, mais pour une famille comme Mahmoud ou Wafa, ça fera la différence. C'est comme cette histoire de cet homme qui voit des étendues d'étoiles de mer sur la plage desséchées et ils sont tellement nombreuses, lui il les prend et les jette à la mer. Il longe la plage et les jette. Et il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu vas sauver toutes ces étoiles? Toutes ces étoiles de mer? Non, 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 je n'ai pas cette ambition-là. J'ai conscience de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas. Ben alors, tu vas rien changer. Et la personne, elle dit si. Pour la conscience globale, ça va peut-être rien changer, mais pour cette étoile de mer, ça fera toute la différence.
sur votre cheminement, avancez un pas après l'autre, une pierre après l'autre. Et une pierre après l'autre, vous avez le choix. Soit vous allez ériger un mur entre vous et le voisin qui vit sa guerre, qui vit son génocide. Ou alors on crée un pont. Ou alors on crée un pont énergétique. Et on fait notre part du colibri pour dire voilà, je suis juste là, regarde, j'ai juste une épaule pour toi. Si tu veux parler, je t'écoute. Si juste tu veux me dire salut, comment ça va? Parce que tu es enfermé dans ton appartement à 13 avec tes parents ou tes beaux-parents et que cette guerre ne se vit pas à l'extérieur mais à l'intérieur parce que ça devient invivable d'être enfermé à la maison avec tous les membres de la famille, bien qu'on est en état de guerre. J'imagine bien que à 13 dans un appartement avec les beaux-parents, c'est pas la joie. C'est pas les meilleures conditions pour vivre des bombardements autour de soi. Et donc, voilà, si un simple bonjour, comment ça va? Je suis avec toi, mon frère. Parce que Mahmoud, il m'a dit ceci, hein, moi j'ai honte. J'ai honte de te demander de l'aide. Et je lui ai répondu ceci, c'est que moi, quand je suis venu le voir, je lui ai dit bonjour Mahmoud, je suis Nicolas, le mari d'Andrea. Il me répond bonjour mon frère, comment vas-tu? L'écart est grand. Quand on passe de bonjour Mahmoud et lui bonjour mon frère, à sa remarque, j'ai honte de demander de l'aide. Je lui ai dit à partir du moment où tu m'as appelé mon frère, tu n'as plus besoin de me demander de l'aide. Il est légitime que je t'offre mon aide sans même que tu demandes quoi que ce soit. Sachant qu'elle n'est pas énorme, mais si vous souhaitez vous rallier à cette voie, n'hésitez pas à venir me parler, m'envoyer un message, je serais heureux de pouvoir partager des informations. En espérant que ça a touché une ou deux personnes, ce serait déjà ça de gagner. Et que Dieu soit avec vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je partagerai d'autres vidéos. Toujours à ce sujet. Je ne partagerai pas que des sujets là-dessus, parce que je peux comprendre que ça touche quelque chose de difficile pour chacun de nous. Mais il y aura toujours une relation pour mon frère Mahmoud. Merci à vous, au revoir.